Bonjour à tous. Quel est le secret de la réussite du football anglais? Alors, nous n'allons pas refaire le match d'hier soir qui a vu la victoire de Manchester par 1-0 face à Barcelone, mais nous allons nous interroger davantage sur l'économie du football. Quel est le secret de la réussite économique du football anglais qui se traduit par la réussite sportive sur le terrain? Les 3 derniers clubs en compétition pour la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes, les 3 derniers clubs sont des clubs anglais, Manchester United, Chelsea et Liverpool, qui doivent se départager ce soir. Je reçois ce matin Xavier Rivoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Football, vous venez de publier « C'était un 12 juillet » chez Calman Levy, 12 juillet 98, la victoire de la France à la Coupe du Monde, mais vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages sur le football anglais. Pourquoi est-ce que les clubs anglais dominent à ce point aujourd'hui le football européen ? Ces clubs britanniques ont une répercussion partout dans le monde et attirent les plus gros investisseurs. Vous parliez à l'instant de Manchester United qui a su attirer le milliardaire Glazer. Même chose avec Liverpool qui est propriété de 2 magnats américains, nord-américains, venant des États-Unis. Et ces clubs qui réussissent sur le terrain engendrent des revenus publicitaires importants, des revenus télévisés importants, des sponsors, plus un soutien populaire qui est indéniable, qui est permanent. Eh bien, ces 3 vecteurs, je dirais... C'est pas seulement de l'argent, donc. Ce n'est pas seulement de l'argent, mais tout est lié. Il y a quand même beaucoup d'argent. Bien sûr, mais lorsque Manchester United, et on l'a vu encore hier soir face à Barcelone, remplit son stade de plus de 60 000 personnes, lorsque Liverpool construit un nouveau stade puisque Anfield devient trop petit, et on pourrait multiplier les exemples avec Arsenal par exemple et son nouvel Emirates Stadium, eh bien ces clubs bénéficient des recettes au guichet, donc des entrées, ce qu'on appelle en anglais turnstiles, et puis évidemment l'argent de la télévision, puisque ces clubs anglais vont très loin en Europe, donc tout s'enchaîne en fait, la ferveur populaire et les sponsors. Alors sauf erreur, le club le plus riche d'Europe aujourd'hui, c'est pas un club anglais, c'est le Real Madrid. Où est le Real Madrid? Ça n'est donc pas seulement une question d'argent. Qu'est-ce qu'il y a dans la structure de l'économie des clubs britanniques qui fait la différence? Alors, le Real Madrid, puisque vous en parlez, c'est une histoire très ancienne et le Real bénéficie en quelque sorte de son histoire et de son passé. Mais à propos d'héritage et de patrimoine, les clubs anglais, pour répondre à votre question, utilisent parfaitement cette image. Et par exemple, Manchester United, qui organise des tournées partout dans le monde, y compris en Asie, et d'abord en Asie, eh bien, ce fut l'un des précurseurs à utiliser son image de marque pour développer ce que les Anglais appellent le branding, c'est-à-dire donc cette marque qui vaut autant presque que les joueurs qui sont sur le terrain. C'est la mondialisation du football, une marque à la hauteur de Coca-Cola ou McDonald's, comme Manchester United, c'est ça? Absolument, et chose que les Anglais ont su faire avant tous les autres en Europe. Alors qu'est-ce qui leur a permis de faire ça avant les autres? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la structure de l'actionnariat? En France, par exemple, l'actionnariat est beaucoup plus dispersé qu'en Angleterre. Dès les années 90, ces clubs anglais, comme par exemple Tottenham, puisqu'on parle toujours des plus puissants sportivement, mais il y a aussi les autres formations qui sont en milieu de tableau en Angleterre et qui pourtant bénéficient de cet actionnariat. Des clubs comme Tottenham entrent en bourse, se développent, peuvent élargir leur base financière et ainsi se développer. Tout club anglais, même s'il a de l'argent, ne réussit pas. Par exemple, Manchester City a reçu beaucoup d'argent, Sunderland a reçu beaucoup d'argent. Donc même en Angleterre, il y en a qui réussissent, d'autres qui ne réussissent pas. Quelle est la différence? Il faut qu'il y ait un lien direct entre l'argent investi et le recrutement, la politique de formation, les infrastructures. Et lorsque ces 2 vecteurs, que sont l'investissement et, je dirais, l'infrastructure en général, plus évidemment les joueurs sont en adéquation, alors le club réussit. Un club comme Manchester City, puisqu'il est question de cette illustration, a du retard en termes de formation. Peut-être que son réseau de recruteurs n'est pas aussi développé que celui de Manchester United, qui est le rival de la même cité. Et c'est la raison pour laquelle des clubs qui ont de l'argent,
et il y en a beaucoup. On peut même dire que le 20e de Première Ligue a plus d'argent que, disons, le 5e du championnat de France, peuvent réussir ou non. Donc vous nous dites qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un milliardaire russe ou autre, d'excellents gestionnaires en costume 3 pièces, il faut un petit plus qui n'est pas seulement économique ? Ce plus est capital, c'est la gestion sportive, c'est ce qu'un club comme Chelsea, avec Abramovich, puisqu'il est question de milliardaires russes, a su faire. C'est-à-dire qu'un nouveau centre d'entraînement a été construit, Arlington, qui était sous les avions atterrissant à Heathrow, a été délaissé, Cobham, qui est plus protégé dans l'ouest londonien, a été un site choisi pour, en quelque sorte, être cette pépinière de talent. Et lorsqu'il y a l'argent et le talent, c'est le succès garanti. Il y a les buts de Didier Drogba qu'on vient de voir à l'antenne à l'instant. Que devraient faire les clubs français, si on ose encore poser la question, pour essayer de rattraper leur retard ? De la même façon que la fiscalité n'avantage pas les sportifs de haut niveau en France, en particulier les footballeurs, qui sont lourdement taxés. Alors après, il y a le débat à savoir si c'est juste ou non, et on n'est pas là pour en parler et lancer cette longue conversation presque philosophique et économique. Mais de la même façon que les joueurs sont pénalisés et ont tendance à quitter le pays, eh bien les clubs sont également pénalisés. C'est un discours que Jean-Michel Aulas tient régulièrement, même si des efforts ont été faits ces dernières années. C'est vrai que fiscalement, les clubs français sont désavantagés. Et puis, il faut quand même bien le dire, lorsqu'il est question d'un milliardaire, qu'il soit thaïlandais ou américain, lorsqu'il veut investir ses billes dans le football européen, il aura plus tendance à choisir un club en Angleterre avec une exposition médiatique mondiale qu'un club français qui reste, sinon hexagonal, du moins européen. Donc celui qui gagne dans la mondialisation gagne dans le football ? C'est également le cas dans le football. Là encore, on peut s'en réjouir ou estimer que c'est trop. En tout cas, c'est effectivement la tendance que l'on observe dans le sport et dans le foot en particulier. Xavier Rivoire, merci infiniment. Je vous rappelle que vous êtes journaliste à France Football. Le titre de votre dernier ouvrage, c'était un 12 juillet 98 bien sûr, tout le monde s'en souvient, chez Calman Levy. Merci à vous de nous avoir suivis. On reste ensemble sur France 24 en anglais, en arabe, en français comme vous l'avez remarqué, et sur Internet, où que vous soyez. Passez une très bonne journée.